Fondamentalement, ils savent que tu as raison, mais ils ne veulent pas l'accepter. Leur cerveau ne va pas l'accepter. Je pense qu'une des meilleures motivations qu'on peut utiliser dans sa vie, c'est de fuir ce qu'on ne veut pas devenir. Et pour acquérir de nouveaux clients, je dis toujours, tu dois être un hustler. Et ça, c'est un truc que New York va t'apprendre mieux que n'importe quelle ville dans le monde. Et je mets ma main à couper là-dessus. Bienvenue dans un nouvel épisode de l'Entrevue, votre podcast business, sport et art. Je suis H, votre hôte, et aujourd'hui, on accueille un invité particulier puisqu'il est un des experts dans son domaine, le domaine de l'industrie du fitness. Il a beaucoup d'expérience dans le business et il a fait ses preuves aux États-Unis. Sans plus attendre, on accueille celui que vous connaissez sous le nom de Cassius Fit, Kevin Ferreira. Merci. Kevin, Merci de me recevoir. bienvenue, ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous. Ça me fait plaisir également. Alors, je pense que pour ta communauté, les gens te connaissent déjà beaucoup, mais pour ceux qui ne te connaissent probablement pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement? En quelques lignes, je suis, on m'appelle Cassius Fit. C'est le nom qu'on m'a donné quand j'habitais aux États-Unis. Mais mon vrai nom, c'est Kevin Ferreira, comme tu l'as dit. Je suis coach sportif, préparateur physique. Aujourd'hui, je fais plutôt des formations également pour les professionnels du sport et de la santé. Et je partage mon contenu sur les réseaux sociaux. Et je travaille avec différents types de populations, comme mentionné, les professionnels du sport et de la santé, les athlètes de haut niveau et tous les enthousiastes de sport. Tu as développé un certain domaine d'expertise assez poussé. Je sais que tu as voyagé aux US pour acquérir cette expérience. Justement, c'est à peu près là que tout a commencé. Est-ce que tu peux nous parler de ta décision? Qu'est-ce qui t'a poussé à partir aux USA? Alors, ce qui m'a poussé à partir aux États-Unis, c'était tout simplement mon envie d'aller vivre dans la ville qui m'a toujours fasciné, qui était New York. Et si je venais à expliquer pourquoi cette ville m'a toujours fasciné, c'est tout simplement à cause du hip-hop. Je suis un grand fan de hip-hop. Mes artistes préférés étaient toujours de cette ville en particulier. C'est le berceau du hip-hop. Et c'est un peu la ville qui m'a toujours animé en grandissant. Et du coup, j'ai toujours retrouvé un peu mes racines dans mon mode de vie, dans ma culture. Et j'ai décidé de partir vivre là-bas tout simplement pour cette raison-là dans un premier temps. Okay. Et je savais que j'allais être épanoui à un niveau qui allait bien au-delà de l'aspect artistique et musical. Et ensuite, je me suis retrouvé j'étais déjà dans cette culture du sport parce que je suis un pratiquant de sport depuis toujours et compétiteur également. Mais les États-Unis, c'est pas le berceau du sport, mais il y a une grosse culture du sport et du coup, je m'y suis retrouvé à 100% et j'ai décidé d'en faire un métier et d'en faire une carrière. Tu peux nous parler un peu des conditions dans lesquelles tu es arrivé aux États-Unis? Parce que ça, c'est, je pense, une anecdote qui vaut la peine d'être racontée. Bien sûr. Est-ce que tu veux que je prolonge l'anecdote ou je te fais la version courte? Alors, fais-nous la version courte et Okay. si jamais, on pourra élaborer. Okay. Donc, en très court, j'ai décidé de quitter Genève ici parce que j'en avais marre de mon quotidien. Je voulais voir d'autres horizons et donc partir vivre à New York en sachant que je n'étais jamais allé là-bas auparavant. Du coup, j'ai demandé à un ami à moi de partir avec moi dans un premier temps pour explorer la ville. Un ami à moi qui vivait là-bas et qui donc connaissait la ville. Pour la faire très courte, on a fait escale à Amsterdam. On a raté notre avion. On est sorti dans la ville, son passeport s'est déchiré parce qu'il pleuvait. Du coup, j'ai dû prendre l'avion tout seul, partir à New York. C'est lui qui avait tout organisé. Okay. Je suis arrivé là-bas, j'avais nulle part où aller. Même malgré le fait qu'il ne soit pas avec toi, tu as quand même décidé de continuer J'ai quand même décidé de partir. Oui, j'avais pas le choix. Soit je retournais, soit je parce partais. que tu pouvais retourner en Suisse. Mais là, c'était vraiment temporaire. C'était simplement pour 2 semaines, pour Ouais. explorer, etc. Et j'avais un petit budget avec moi simplement pour les vacances, en gros. Et du coup, je suis parti, je suis arrivé là-bas, j'avais accès à rien du tout, j'avais rien organisé, je ne pouvais pas avoir accès à l'appartement dans lequel on voulait aller. Et par le bon Dieu fait les bonnes choses, ou appelez ça comme vous voulez, peu importe si vous êtes spirituel ou religieux. Et je me suis retrouvé dans les mains de quelqu'un qui est devenu un ami à moi, qui m'a hébergé, que je connaissais de nulle part. Et c'est devenu un très bon ami à moi encore à ce jour. Merci à Idriss qui m'a accueilli chez lui alors que j'étais dans la rue. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, je suis revenu en Suisse. Et en ayant eu cette expérience à New York, j'ai vécu le vrai New York directement, vu que j'étais chez quelqu'un qui habitait à New York et qui m'a fait vivre en vrai de la vraie expérience. Et je m'y suis retrouvé à 100%. Du coup, la semaine d'après, je suis reparti. Et je suis parti avec, comment on dit en anglais, a dollar and a dream, un dollar et un rêve. Ouais. Et avec ma valise pleine. Le rêve américain, là, et carrément. je me suis installé là-bas. Cette histoire, elle me fait penser à l'histoire de l'origine du rock, Dwayne Johnson. Okay. Une histoire similaire.
il avait quelques dollars en poche, Ouais. il a décidé de partir, de changer de ville aux États-Unis pour accomplir son rêve. Et le reste, c'est de l'histoire, on sait tout ce qu'il est devenu. Ouais. Et toi, c'est un peu similaire. Bon, je dis pas que tu as atteint le même niveau de succès, je pense quand J'aimerais même que tu... En tout cas, je pense qu'on peut voir que tu as atteint un certain niveau de succès de l'extérieur. Toi, je pense que tu te considères seulement dans le process, donc tu as encore beaucoup de choses à faire. Bien sûr. Mais c'est assez intéressant de voir les similarités de votre histoire. Moi, je me pose une question. Ton entourage, quand tu as décidé de partir, il en a pensé quoi? Écoute, moi, mon entourage m'a toujours connu comme quelqu'un qui était obstiné à faire ce que j'ai envie de faire. Donc, personne n'allait me stopper. Donc, c'est simple. C'est soit tu me soutiens, soit tu me regardes, ou alors soit tu me regardes et tu me soutiens. Donc, c'est les seules options qui s'offrent à toi. Mon entourage n'était pas vraiment, j'en avais pas vraiment parlé comme ça parce que comme je te l'ai dit, c'est vraiment quelque chose d'impulsif. Je suis quelqu'un de très impulsif. C'est-à-dire que quand j'ai une idée en tête, je ne réfléchis pas à 1000 fois. Je me dis, ok, il faut partir, il faut le faire et on fait en sorte d'être prêt au moment voulu. Où on va devenir prêt. En anglais, j'aime bien quand on dit along the way. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, tu deviens prêt. Tu ne peux pas être prêt à faire quelque chose que tu n'as jamais exploré auparavant, par définition. Tu ne pars pas dans l'optique de faire une préparation jusqu'à être prêt pour faire le truc. Tu sais que tu vas devoir... C'est un processus, quoi. Ouais, c'est ça. Être prêt, c'est un processus, en fait. C'est pas quelque chose de fini que tu peux déterminer exactement. C'est quelque chose qui évolue dans le temps. Et tu dois commencer le processus pour évoluer avec ce dernier. Et le seul entourage qui comptait vraiment pour moi, c'était ma mère, bien entendu. Donc j'ai eu cette conversation avec elle en lui disant, écoute, moi je vais partir et je vais pas continuer les études ici. Je vais partir vivre aux États-Unis. Donc c'est soit tu es avec moi, soit tu me soutiens, soit je vais partir quand même. Elle te regarde. Et après voilà, on vient de parents d'immigrés, eux-mêmes ont traversé, tu vois, les océans pour venir ici. Donc forcément, ma mère, elle m'a dit ok, fais ce que tu as à faire. Moi aussi je l'ai fait. À 18 ans, je suis parti. Donc force. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu le soutien moral de ma mère. On ne vient pas de famille très aisée, donc j'avais pas de soutien financier en particulier. Mais heureusement, tu vois, parce que ce sont les difficultés de la vie qui font que tu deviens qui tu es et tu forges la personne que tu es. Et en arrivant à New York avec justement l'aspect financier en tête, l'aspect que tu dois te débrouiller coûte que coûte et qu'il n'y a personne pour t'aider, bah, ça fait toi un différent caractère. Ah, ça c'est sûr, là tu étais livré à toi-même. Ah ouais, surtout dans une ville où il n'y a personne qui t'aide, c'est la jungle. D'ailleurs, tu parlais de vivre chez ton ami et qu'il a pu te faire découvrir l'expérience de New York. Je pense que vu que tu l'as souligné, c'était que c'était différent de Genève. Et est-ce que tu peux nous dire à quel point? Bah écoute, déjà, ce qui a été particulier, c'est que, comme je t'ai dit, je suis un grand fan de hip-hop. Et il y a un groupe de hip-hop que j'affectionnais particulièrement, que j'affectionne encore à ce jour, qui s'appelle Dipset, qui est un groupe de Uptown, Manhattan, Harlem. Donc c'est un quartier à Manhattan. Yes. Et du coup, bah, lui, il vivait là, et il vivait dans la rue que voilà, les gens, ces rappeurs mentionnaient dans leurs lyrics. Et du coup, c'était intéressant d'arriver au plein cœur de ce que je voyais dans les clips, de ce que j'entendais dans mes sons, etc. Et du coup, c'était assez particulier et de vivre simplement ce vrai New York. Tu vois, beaucoup de gens vont à New York, ils vont au magasin M&M's, je rigole à chaque fois, je fais cette blague, tu vois, ils vont à Times Square. Moi, j'ai pas vu Times Square avant plusieurs mois, tu vois. Et je trouve que c'était intéressant d'avoir cette expérience qui était différente, la dynamique qui était différente de Genève, l'état d'esprit qui était différent, la culture qui était différente, et simplement de me retrouver dans un endroit où il y a des gens qui pensent comme moi. Ouais. Et ça, c'était quelque chose de très particulier pour moi, parce que j'étais souvent à Genève, je me sentais un peu seul. Après, on grandit avec cette culture qui est aussi cette culture américaine, donc le fait d'arriver là-bas et de se sentir vraiment imprégné de cette culture, et ici, se sentir étranger à cette culture, forcément ça amène un certain bien-être et j'ai été très bien accueilli. Jusqu'à ce jour, j'en garde mes meilleurs souvenirs. Donc tu as été convaincu par la culture US et c'est aussi là-bas que, parce que tu n'as pas commencé direct dans le coaching, d'abord tu faisais juste différents sports. Comment tu t'es retrouvé à faire du personal training et surtout à New York? Parce que je pense là-bas c'est assez compétitif étant donné que c'est une énorme ville. Effectivement. On dit souvent aussi que l'industrie du fitness est saturée, je pense que c'est le cas là-bas. Est-ce que tu n'as pas vu ça comme un risque de te lancer dans ce domaine? Franchement, j'ai même pas pensé au fait de... J'ai pas pensé à la compétition, j'ai pas pensé au fait que c'était un marché qui était éventuellement saturé.
Ça s'est fait, encore une fois, c'est un processus, c'était peut-être la suite logique des choses. Moi, j'étais sportif, compétiteur dans les sports de combat. C'est ma passion depuis toujours, j'ai toujours fait ça. Et j'ai toujours voulu continuer là-dessus. Donc, quand j'ai voulu continuer ma carrière professionnelle en tant que combattant aux États-Unis, j'ai vu que c'était très compliqué parce que déjà, il y avait l'aspect financier à prendre en considération. Je devais m'inscrire dans une salle de jiu-jitsu, une salle de MMA, une salle de boxe, ma salle de fitness. Enfin, c'était un gros budget pour ce à quoi j'aspirais et éventuellement le niveau que j'aurais pu éventuellement atteindre, en sachant que c'est très compliqué d'atteindre le top niveau. Et ce n'était pas forcément quelque chose auquel j'aspirais. J'ai toujours cru que j'avais le potentiel d'explorer d'autres horizons. Toujours dans le monde du sport, mais peut-être différemment éventuellement. Ah oui, le but ultime aurait été d'être un athlète de haut niveau, mais réalistiquement parlant, je ne sais pas si j'aurais pu atteindre ce niveau-là, à cause de plusieurs facteurs, bien entendu. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans cette industrie. À chaque fois que j'allais à la salle, les gens me demandaient est-ce que tu es coach, etc. Parce que bien entendu, j'avais le look, j'avais les performances, etc. Donc, j'avais toujours cette question qui revenait. Et même en Suisse, les gens me posaient la question est-ce que tu es coach, est-ce que tu veux me coacher? Et j'ai toujours refusé parce que je ne voyais pas ça comme un métier qui était valorisé d'après les critères que j'avais associés à ce métier-là. Les standards de l'époque, selon toi. Oui, l'époque, ce à quoi j'avais associé le métier de coach, qui était simplement un gars qui est là pour motiver, qui n'a pas forcément... je ne voyais pas cet aspect intellectuel derrière. J'ai toujours apprécié mettre en avant ce côté intellectuel. Ça se voit dans ta vidéo et ton contenu. Merci, j'apprécie. Et c'est toujours ce que j'ai cherché à faire, parce qu'on m'a souvent jugé ou attribué certaines caractéristiques de par mon look. Et c'est très bien, je suis reconnaissant d'avoir le look que j'ai, ça m'a ouvert plusieurs portes. Quand j'étais au States, j'ai fait du mannequinat également. J'étais engagé par des grandes agences, mais j'ai jamais voulu me limiter au look. Ça m'a toujours frustré de me dire que c'est tout ce que j'ai apporté. Tu vois ? La seule valeur que tu as. Si la seule valeur que j'ai apportée, c'est mon look, je ne suis pas satisfait de ça. J'ai pas envie qu'on me juge sur cette base-là. Et ça a toujours été mon combat, et c'est pour ça que j'ai jamais vraiment apprécié en vrai tout ce qui était photo, mannequinat. C'est pour ça que le contenu que je poste, c'est pas du contenu où j'ai que des photos à torse nu, etc., où je montre mes abdos. Bien que je n'ai rien contre les personnes qui font que ça, mais j'ai toujours apprécié partager le côté intellectuel. Et pour revenir à ta question, j'ai rencontré mon mentor fitness. Je lui fais toujours un shout-out, AB, I love it dog. C'est mon mentor fitness que j'ai rencontré grâce à un ami et qui lui était dans l'industrie depuis 20 ans déjà. Et qui vivait de ce métier et qui m'a fait comprendre qu'au final c'était un métier passionnant, c'était une carrière et pas simplement un side hustle. C'est souvent ce que tu remarques dans le monde du coaching. Déjà on a des carrières très courtes pour la plupart des gens parce qu'ils abandonnent, parce que c'est très difficile de justement vivre. Trouver des clients, c'est ça, c'est très difficile. En vivre. C'est ça. Parce que tu dois, je pense, investir quand même pas mal au début, quand tu n'as pas beaucoup de clients, pour être capable de subvenir à tes besoins. Et ensuite, de développer ton activité, ça demande plus que juste être un coach compétent, tu vois. Ça va bien au-delà des simples compétences de ton industrie. Et je pense qu'au final, c'est quelque chose qui est assez transversal, un principe qui est transversal, qui s'applique dans tous les domaines. C'est de ne pas se limiter à ce à quoi on s'est formé, en gros. Tu vois. Et je pense que c'est l'erreur que beaucoup font et c'est pour ça que beaucoup de gens stagnent. Et c'est le message aussi que je propage avec beaucoup des coachs que je forme, si je peux utiliser ce terme-là, à exploiter d'autres compétences parce que simplement se contenter de ce qu'on a lu dans les livres, c'est pas suffisant. Tout à fait. Et donc voilà, c'est ça, j'en suis venu à rencontrer cette personne qui m'a montré un autre aspect du coaching, cet aspect que j'apprécie un peu plus. Ça m'a appris à valoriser aussi ce métier un peu plus et j'ai décidé d'en faire une carrière. Je lui ai demandé s'il pouvait me prendre sous son aile. Il m'a demandé de faire 2-3 tests avant, enfin il m'a testé plutôt en me disant ok, tu sais quoi. Au début il m'a dit non en fait, simplement il m'a dit écoute j'ai pas le temps, kid, je suis busy. Et en fait j'ai insisté et je lui ai dit écoute, dis-moi ce que je dois faire. Il m'a dit ok, tu sais quoi, passe ce test là. Tu as 6 mois pour le faire et si tu le fais, on discute. 1 mois et demi après je l'avais passé, il a halluciné. Comment ça, les gens prennent 6 mois, 1 année pour le faire, etc. Quand tu dis un test, c'était une formation? C'était une formation, une certification, un truc comme ça. Et je dis, je le fais. En 1 mois et demi, je l'ai fait. Et il est revenu, il m'a dit, ok, non, t'es sérieux. Il m'a appelé, il m'a regardé, il m'a dit, nah, you about that life, kid. Tu vois, c'est vraiment, t'as vraiment faim. Et je lui ai dit, ouais, let's go.
J'ai dit, je vais tout prendre. Et c'est mon état d'esprit. Si je commence un truc, je le fais à 100%, sinon je ne le fais pas. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé d'en faire une carrière. Et depuis que j'ai commencé, c'est ce que j'ai construit. Aujourd'hui, je pense que j'en ai fait une carrière. Ça fait 10 ans maintenant. Ouais, bah justement, on peut en parler de ton retour en Suisse parce que après, évidemment, là, on est à Genève. Tu t'es bien établi ici. Qu'est-ce qui t'a motivé à revenir? Est-ce que même tu avais envie de revenir ou ça a été par défaut un choix de circonstances? Ouais, alors c'était plutôt par défaut plusieurs variables qui ont été prises en considération à ce moment-là. Pour la faire court, encore une fois, j'étais à New York, j'avais plusieurs tafs parce que, encore une fois, c'était très dur de vivre uniquement du coaching, surtout quand on commence. Donc j'avais mes clients, mais en même temps, à New York, ça coûte très cher. Donc j'étais obligé de combler ce que je devais combler. Donc j'avais mes gigs de mannequin sur le côté pour faire de l'argent. N'importe quel gig que je pouvais faire également, je le faisais. Donc je parle de déménageur, de promener les chiens, etc. Et je faisais bartender / serveur dans les bars et je combinais le tout. Je dormais très très peu. Franchement, c'était une vie de hustler non-stop. 3 tafs, on ne s'arrête pas et c'est ce que je faisais en gros. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, eh bien... Pour l'avoir fait, je peux dire que c'est assez costaud en termes d'énergie que ça te prend, de temps que ça te prend. Donc si en plus tu dois monter une activité, celle que tu voulais qu'elle soit la principale, ton activité de coach sportif, où tu trouvais l'énergie et les ressources pour encore faire ça, tu vois, avec 3 tafs à côté? J'étais jeune, j'avais faim, j'étais content. Tu vois, je voyais ça comme un processus. Même... quand j'ai commencé, je ne faisais pas serveur. Quand j'ai commencé, je faisais, pour ceux qui connaissent un peu le milieu de la restauration, aux États-Unis plutôt, je faisais food runner. C'est vraiment le métier le plus bas de l'échelle de la restauration. Quoi, sans manquer de respect, c'est ceux qui traversent la frontière sans papier, qui ne parlent pas anglais, qui font ça. Et moi, j'arrive dessus, c'est un salaire minimum de 25 balles de l'heure. Je suis payé $4,95. Tu vois. Donc, et les gens me regardaient, ils me disaient, mais t'es un fou. Tu vois. Mes collègues me disaient, comment tu passes de ce salaire suisse à être food runner ici, $4,95. Et je me rappelle de leur dire simplement, hey, ça fait partie du processus. Moi, je suis content d'être là. Tu vois. Et je savais que la première étape du processus, c'était simplement d'être content du fait que j'avais déjà accompli cette première étape d'aller où je voulais aller. Tu vois. Et le reste, après, on va trouver des solutions. C'était un peu l'état d'esprit que j'avais à ce moment-là. Et petit à petit, les choses se font. Et c'est comme tu l'as dit, c'est pas facile. Mais t'as quoi d'autre à faire, tu vois? T'as quoi d'autre à faire? Effectivement. Après, pour l'aspect retour en Suisse, ce qui s'est passé, c'est que j'étais un peu dans cette spirale infernale. Surtout à New York, il y a cet état d'esprit où, vraiment aux États-Unis de manière générale, où les gens travaillent très dur. Comme je l'ai dit, c'est la jungle, c'est très compétitif, comme tu l'as mentionné. Et du coup, du lundi au vendredi, on travaille très dur. Vendredi, samedi, on fait la fête. Tu vois, c'est le work hard, play hard. Et je me rappelle être dans cette spirale infernale où au final, je travaille très dur. Et le week-end, je fais la fête. Je suis jeune aussi. Donc c'est les soirées, les femmes, enfin, tu vois, tous les trucs auxquels tu peux penser, le fun, etc. Et je me rappelle être avec mon groupe de potes qui, eux, ont 8 ans, 10 ans de plus que moi, et me dire, j'ai pas envie de faire ça dans 10 ans. Tu vois, j'ai pas envie d'être dans cette position où je suis dans cette rat race, tu vois, cette course où tu as le rat, l'hamster qui est dans cette roue. C'est la même chose chaque semaine. Exactement, chaque semaine c'est exactement la même chose. Et je me suis dit non, il y a un truc qui va pas. Et en fait, c'est un élément déclencheur que j'ai retrouvé à chaque fois que j'ai eu des transitions dans ma vie. Quand j'ai décidé de partir aux États-Unis, c'était au retour d'un combat en fait. C'était au retour d'un combat et j'étais dans la voiture, on voyageait en Allemagne, on s'entraîne dur, on ne gagne pas d'argent. Et on va se battre dans un autre pays pour espérer, tu vois, gagner un peu plus de palmarès, etc. Et je suis dans la voiture avec mes coéquipiers. Et je me rappelle demander à mes coéquipiers, t'as quel âge en fait toi? Moi j'avais 19 ans, tu vois, 20 ans. Et un de mes coéquipiers qui me dit, j'ai 31, moi j'ai 30, j'ai 32. Et je me suis dit, j'ai pas envie de faire ça dans 10-12 ans. Dans 10 ans, encore être là. Exactement, et c'est là où j'ai appelé mon pote, j'ai dit, il faut qu'on parte. Et 2 semaines après, on est parti. Tu vois. Parce que des fois, tu as ces projections sur le futur qui te font peur. Ouais. Et je pense qu'une des meilleures motivations qu'on peut utiliser dans sa vie, c'est de fuir ce qu'on ne veut pas devenir. Tu vois. J'ai toujours l'habitude je l'ai vu dans un livre, il y a 2 facteurs essentiels qui motivent l'être humain. C'est les choses dont il est attiré et les choses dont il est repoussé par. Donc,
tu es motivé par le fait de savoir que si tu fais telle chose, potentiellement, il y a telle chose négative qui vont se passer, donc tu ne vas pas faire ça. Tu vas faire la bonne chose. Et tu es motivé par les conséquences négatives. Et il y a les gens qui sont motivés par les récompenses qu'ils vont pouvoir obtenir en faisant telle chose. Donc toi, tu as plutôt l'air d'être le premier cas. Je pense que je suis motivé par les deux, mais ça, c'est des expériences sociales qu'ils ont pu tester. Donc c'est quelque chose de factuel, ce que tu es en train de dire. J'en ai fait un Mindset Monday sur mon podcast une fois, où je parlais de l'expérience qu'ils avaient fait sur des rats, où justement, ils comparaient le niveau d'énergie qui allait être fourni par les deux cas d'études. Donc un rat qui va chercher, en fait, qui va être motivé par l'appât du gain, qui va être le fromage. Donc ils ont mesuré la capacité, l'énergie qui a été fournie pour atteindre le fromage. Et l'autre cas d'étude qui a été de voir à quel point quelle allait être l'énergie fournie par le rat qui fuit le chat. Et il s'avère que la conclusion de l'étude, c'est de dire qu'on va fournir toujours plus d'énergie pour fuir ce qu'on craint le plus. Et du coup, effectivement, c'est un thème qu'on retrouve souvent et c'est quelque chose qu'on devrait connaître au final. Parce que si tu arrives à avoir cette vision-là, je pense que ça peut que te motiver. Si tu arrives à savoir vers quoi tu tends le plus, c'est sûr que tu as une meilleure vision de toi-même et du coup, tu peux mieux t'orienter vers les choses, vers la bonne motivation, la bonne source de motivation. Parfois, le problème, c'est ça, c'est que le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce à quoi on aspire exactement. On a du mal à le quantifier, on a du mal à être précis dans l'élaboration de cet objectif. Mais pour la plupart d'entre nous, on sait ce qu'on ne veut pas être. Tout à fait. Et si dans un premier temps, on arrive à simplement garder comme objectif qu'on veut fuir cette personne qu'on ne veut pas devenir, eh bien, je pense que c'est la bonne façon d'entamer les choses. C'est un très bon début en tout cas. Exactement. À défaut de savoir où tu veux aller, exactement. Fuis ce que tu ne veux pas finir. Exactement. Maintenant, tu es de retour en Suisse. Je pense que... Alors, je vais quand même te poser la question, mais est-ce que tu considères ça comme un challenge de recommencer de zéro ton business de personal trainer par rapport à New York, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de facile pour toi de recommencer ici? Écoute, quand je suis revenu ici, j'avais aucune appréhension positive ou négative. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Je suis revenu parce que j'étais dans cet état d'esprit où je pense que je n'ai même pas répondu à la question en fait, précédente. Mais je suis revenu parce qu'un ami à moi m'a proposé d'ouvrir une salle ici à Genève en collaboration, en association. Et à la base, je ne voulais pas revenir parce que j'avais mon beau train de vie, j'avais ma routine. Mais j'ai eu cette réalisation à ce moment-là. Je me suis dit, OK, je dois saisir cette opportunité. Je vais essayer, je vais faire de l'argent et je vais revenir avec une meilleure stabilité. Et quand je suis arrivé, j'ai exploré un peu ce qui se faisait dans différentes salles. J'ai vu comment les différents personal trainers agissaient. Et je me suis dit, en fait, c'est trop facile. Parce qu'il n'y avait pas cet aspect compétitif, il n'y avait pas cette élaboration du savoir, en tout cas que j'avais pu expérimenter aux États-Unis. Du coup, je suis arrivé, je me suis dit, OK, ça va être trop facile. Et surtout, il n'y avait pas le côté le plus important de notre métier, qui est de savoir acquérir de nouveaux clients. Et pour acquérir de nouveaux clients, je dis toujours, tu dois être un hustler. Et ça, c'est un truc que New York va t'apprendre mieux que n'importe quelle ville dans le monde. Et ça, c'est un fait, je mets ma main à couper là-dessus. Il n'y a aucune ville qui va t'apprendre à devenir un hustler mieux que New York. Ça, c'est intéressant. Ouais. Franchement, laissez-nous en commentaire ce que vous pensez. Si vous avez peut-être un autre exemple, une autre ville qui peut vous apprendre autant à être un hustler que New York, ça nous intéresse. J'arrive ici bien entendu, j'ai ma présence sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas un grand following. J'ai peut-être 2000 followers, un truc comme ça sur Instagram. C'est la seule plateforme sur laquelle je suis actif. J'ai bien entendu des connaissances à Genève parce que j'ai grandi mes 19 premières années à Genève. Donc j'ai des connaissances, j'ai des amis, j'ai des gens qui ont vu ce que je faisais. Et après, bien entendu, le bouche à oreille, c'est le meilleur marketing. Encore à ce jour, on peut parler des pubs sur les différentes plateformes. Le bouche à oreille, c'est le meilleur marketing. Donc si tu fais du bon taf, les gens vont en parler. Bien sûr. Et c'est comme ça que la clientèle s'est installée petit à petit. J'ai toujours essayé de garder mon côté professionnel, de le mettre en valeur de la meilleure des façons. Et petit à petit, le bouche à oreille s'est fait, la magie s'est faite et ma clientèle s'est agrandie de cette façon-là. Le bouche à oreille, c'est synonyme de clients satisfaits, tout simplement. 100%. Et du coup, ils ont envie de ramener leurs connaissances en conseillant celui qui les a formés. Ouais. Donc voilà, ça c'est tout à fait compréhensible. Et
je sais que tu as travaillé avec des athlètes de renommée par la suite, par exemple certains joueurs de foot, des combattants et des basketteurs pros comme Clint Capela. Comment c'est quand tu as des sportifs de si haut niveau à coacher? C'est quoi l'expérience? Parce que je suppose que c'est pas pareil que Monsieur Tout-le-Monde qui aimerait juste devenir musclé ou développer certaines aptitudes. Là, on est des professionnels, c'est des athlètes d'élite. Donc, est-ce que tu as une certaine pression quand tu vas aller les coacher? J'ai pas de pression à l'heure actuelle parce que je connais mon métier. Je le fais depuis un moment et je travaille avec ces athlètes de renommée depuis un moment. Ce qui est sûr, c'est que quand j'ai accepté de travailler avec le premier athlète de haut niveau, c'est que je me sentais prêt de le faire. Et qu'avant ça, je ne l'aurais pas fait. Parce que j'ai de la chance de travailler avec ces athlètes de renommée, des athlètes qui pèsent littéralement des dizaines et des dizaines de millions. Donc j'ai une grosse responsabilité. En tout cas, j'ai toujours vu de cette façon-là et j'ai simplement accepté de le faire quand j'étais prêt à endosser cette responsabilité. Parce que ça peut aller vite de faire n'importe quoi et au final de blesser l'athlète ou d'affecter ses performances. Donc en aucun cas j'ai envie de me mettre dans cette position-là, de 1 pour l'athlète et de 2 pour ma propre réputation. Bien sûr. Donc voilà. J'ai pas de pression particulière, j'ai pas de... Je pense que c'est une erreur qu'on fait de croire que ces gens-là sont pas des... Alors c'est une erreur. Je vais reformuler ça, j'allais dire que c'est une erreur de croire que ces gens-là ne sont pas des êtres humains comme tout le monde. Parce qu'en même temps, ce sont des êtres humains comme tout le monde, mais en même temps, ce ne sont pas des êtres humains comme tout le monde. Ils ont des compétences qui vont bien au-delà de la plupart des gens, un niveau de tolérance au stress, un niveau de discipline qui va bien au-delà de ce que les gens peuvent penser. Tu vois. Je pense que la plupart des gens sous-estiment à quel point ces gens-là sont disciplinés, à quel point ils peuvent endurer de la souffrance. Et c'est ça qui fait la différence en fait avec un athlète de haut niveau et la personne lambda. Bien sûr, souvent les gens ils sont là à dire, ça me fait marrer parce que quand on regarde des matchs de foot, par exemple entre potes, il y a toujours ce pote qui va dire ouais non mais je comprends pas pourquoi il a fait ça, moi j'aurais fait ça à sa place. Exact, alors que le gars, non, t'as rien fait. il est assis sur son canapé, il va pas à la salle. C'est ça, tu manges des chips sur ton canapé, tu dis ah mais t'aurais dû faire ça comme ça, arrête, t'as rien fait, lève-toi déjà, pose les chips mon gars. Ouais, peut-être t'aurais fait ça sur FIFA, mais exactement, pas, ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment des autres êtres humains. Et j'ai entendu un podcast le jour où il parlait de la similarité qu'il y avait d'un point de vue psychologique entre les psychopathes et les athlètes du plus haut niveau. Ok. Et qu'on retrouve des similarités au niveau des traits de caractère. Et moi, en travaillant avec ces athlètes de haut niveau, ça ne m'étonne pas. Tu vois. Les gars, c'est vraiment des animaux. Et vraiment, en travaillant avec ces athlètes de haut niveau, pour moi, ce qui a toujours fait la différence, c'est leur capacité à endurer la douleur. Parce que fondamentalement, ils sont dysfonctionnels comme toi et moi, comme la plupart des gens. Ils ont mal au dos, etc. Ils ont mal aux genoux, mais ils vont quand même performer. Tu vois. Et c'est ça qui fait vraiment la différence. Et ils viennent quand ils veulent venir et quand ils ne veulent pas venir. Et vraiment, c'est ça qui fait la diff. Parce que franchement, tu regardes ces athlètes de NBA, peu importe, de foot, qui jouent en première ligue ou peu importe la ligue, il y a plein d'autres joueurs du quartier qui sont meilleurs, techniquement parlant. Mais par contre, ces gars-là, ils ne se pointent pas quand ils ne sont pas motivés de le faire. Alors que ces athlètes qu'on voit au top niveau, c'est des gars qui se pointent quand ils veulent se pointer, quand ils sont motivés et quand ils ne sont pas motivés. Tu vois, c'est ça qui fait la différence en fait, avec ces gars-là. Pour toi, la discipline, en quelque sorte, c'est le facteur qui détermine, qui fait la différence. 100%. Alors oui, il y a les facteurs génétiques et oui, bien sûr. Et il y a tous ces aspects-là, mais on en connaît tous encore une fois. Des personnes qui ont été gâtées par ces facteurs génétiques et qui n'ont pas réussi à atteindre le top niveau de par leurs attitudes. Tu vois. Et ça, c'est véridique. Ça, c'est 100% en fait. Malheureusement, ça se voit tous les jours, même au haut niveau. Hein. Bien sûr. Un petit jeune nouveau qui arrive dans la ligue, peu importe le sport, on a tout misé sur lui, les médias parlent de lui. Et puis, parce qu'il pense être arrivé à ce niveau, il commence à partir dans tous les sens, à plus montrer aux entraînements, aussi assidu qu'avant. Et puis il a tout gaspillé et au bout de quelques années, c'est terminé pour lui. C'est exactement ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui je travaille avec ces athlètes durant la off-season et ce sont des athlètes qui sont assez matures de comprendre qu'ils doivent travailler sur leur corps est leur outil de travail et qu'ils ne peuvent pas que se contenter des
des dons Que qu'ils ont leur a reçus, fait, tu vois, ouais, par la à la nature. naissance. Parlons un peu business. Avec le temps, tu as fini par développer une certaine structure autour de toi pour Mhm. pouvoir mener à bien tes activités de personal training. Je sais aussi que tu as développé des formations digitales. Moi, j'aimerais te poser deux questions. La première, c'est euh, est-ce que tu vois, parce que je sais qu'on a discuté un peu avant, et tu m'as dit que l'un des facteurs qui te permettait de te dépasser, c'était la concurrence externe ou interne. Mhm. Est-ce que à Genève, tu vois, enfin à Genève, en Suisse de façon générale, tu vois quelqu'un qui te fait de la concurrence, mais on va dire saine, qui te permet de te dépasser? Et si c'est le cas, est-ce que tu peux nous dire comment tu perçois ça? Écoute, ça serait mentir de dire que je vois de la concurrence à un niveau local et je ne parle pas des compétences. C'est que je pense qu'à ce stade aussi, je me suis vraiment expatrié mentalement. Euh, Beaucoup de mon activité s'est passée aux États-Unis, beaucoup de ma clientèle est une clientèle anglo-saxonne, beaucoup d'Américains, etc. Donc j'étais très imprégné dans le monde anglo-saxon, qui est le monde dominant dans le monde du fitness et le monde du sport de manière générale. Donc ils ont un temps d'avance qui est hallucinant par rapport à ce qui va être fait en Europe de manière générale, mais dans la francophonie, il y a un écart qui est considérable. Et donc, c'est même pas que je ne vois pas de compétiteurs dans le sens où ils ne sont pas là, parce qu'il y a beaucoup de coachs compétents. D'ailleurs, je les salue, parce que mon but c'est ça, hein. Mon but c'est d'améliorer l'industrie du fitness et on le fait en partageant constamment. Maintenant, je me base plutôt sur ce qui se fait sur le continent américain. Je vois comment les choses évoluent là-bas et j'essaie de me fixer à ce rythme-là. Tu as l'habitude de dire que les États-Unis sont dans le futur, comparé à nous. Dans le monde du sport, ouais. Après, encore une fois, c'est relatif au sujet qu'on aborde. Tu vois, si on va parler du monde de l'éducation, je pense qu'ils sont dans le passé. Tu vois. Alors, ouais, non, du coup, dans le cadre de l'industrie du fitness, Voilà. je t'entendais beaucoup dire qu'ils étaient dans le futur et que toi, du coup, tu revenais directement du futur. Tu avais presque une décennie d'avance. Et je maintiens ce que j'ai dit. Tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens l'ont compris. Et je pense que beaucoup de francophones apprennent par ce qui se fait sur les réseaux sociaux grâce au contenu provenant des États-Unis, du Canada, de l'Australie, etc. Et c'est un fait. Et est-ce que tu serais à l'aise de dire aux gens qui nous regardent à peu près une fourchette de ce que ton expérience, ton expertise et ton passé aux États-Unis a permis de générer en termes de revenus dans ton activité professionnelle? Donc là, tu es en train de. La question tourne autour du revenu, tout ce que j'ai pu générer jusqu'à maintenant. Avec le coaching, tes formations. Tout ce que j'ai appris provient des États-Unis. Après, des États-Unis, de différentes personnes, de différentes institutions, etc. De moi-même, de ma pratique. Donc, c'est pas que des États-Unis, ce serait mentir de dire ça. Mais ma première école fitness a été basée là-bas. J'ai généré bien plus que 1 million, peut-être 2 millions. Plus que 2 millions. Ok. Au total. Au total, sur toutes les Sur années. mes années, sur des 10 Ok. années de plus que 2 millions facile. Et ton business advice numéro 1, ça serait quoi pour tous ceux qui visent ça? Parce qu'on sait que les jeunes ils sont motivés par les success stories, faire le million, la liberté financière. Donc déjà, est-ce que tu pourrais nous dire ton advice numéro 1 et peut-être, comme on dirait en anglais, debunk ces mythes qu'on a autour du succès? Moi, je pense que le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est vraiment de travailler dur de manière acharnée. Je sais que c'est basique, je sais que c'est répétitif, je sais que c'est chiant, mais je le pense sincèrement et si les autres le disent, c'est que je pense qu'il y a une part de vérité derrière. Et je pense que quand j'ai accompli les meilleures choses, c'est que j'y ai mis cœur et âme, j'ai été fatigué, j'ai essayé de créer des choses que je ne pensais pas être possible, j'ai passé des heures et des heures à être complètement épuisé. Et que je pense que c'est le seul moyen d'avoir des résultats. Et peut-être qu'on n'aura pas les résultats qu'on souhaite avoir, mais je pense que de toute façon, en travaillant très dur et en fournissant son maximum, et il faut être honnête avec soi-même en disant qu'on fournit son maximum, je pense qu'on peut aller bien plus loin que l'état actuel dans lequel on est. Tout à fait. Et je pense que c'est ça. Je pense pas qu'il y ait de route facile. Peut-être si je venais à faire un coup de gueule, au lieu de débunk un mythe,
ce serait de dire aux gens d'investir dans ce à quoi ils sont bons. Et ça, c'est un truc que j'ai appris en partant aux États-Unis également, qui a été de jouer avec les cartes que j'ai en main et de ne pas vouloir chercher à piocher un nouveau jeu de cartes. Et ça, c'est une leçon que j'ai apprise et qui m'a vraiment servi, qui m'a toujours servi et qui me sert encore à l'heure actuelle et que je recommande les yeux fermés à tout le monde. Et je pense que souvent on se perd à vouloir imiter quelqu'un d'autre, imiter le succès de quelqu'un d'autre, imiter le business de quelqu'un d'autre. Et ça mène toujours à des erreurs et à des frustrations. Comme ça a mené à des frustrations chez moi, des erreurs où j'ai perdu énormément d'argent. Et du coup, quand j'ai réalisé ça, j'ai décidé de vraiment me concentrer sur ce à quoi je suis bon, à mon expertise, et d'exploiter ça au lieu de me laisser distraire par d'autres semblants d'opportunités. Eh bien, c'est là que j'ai réussi à maximiser mes résultats sur le terrain et mes résultats financiers également. Tu vois, donc, investissez dans ce à quoi vous êtes bon et je pense que fondamentalement, on sait tous à quoi on est plutôt bon. Souvent, comme tu as dit, les gens ils font l'erreur de vouloir copier quelqu'un en pensant que ça va marcher pour eux, en oubliant qu'ils ne sont pas cette personne. Il y a quelqu'un qui disait un truc que j'aime beaucoup, enfin, c'était sur un podcast américain. Il a dit, si tu copies quelqu'un, tu ne seras qu'au mieux numéro 2, le meilleur numéro 2. Alors que si tu décides de toi-même, tu peux que devenir numéro 1, parce que personne ne pourra faire ce que tu fais. Personne ne peut être toi en fait. Et j'aimerais continuer là-dessus parce que je pense que c'est un sujet intéressant pour ton podcast, mais je vais partager une expérience personnelle. Tu vois, quand mon business en ligne a commencé à générer un peu plus de revenus, j'avais toujours cette idée d'avoir un bar à jeux. J'ai ouvert un bar à jeux aussi à Genève et j'avais d'autres idées, investir dans d'autres trucs, etc., qui sortaient complètement de mon domaine d'expertise. Et l'idée qu'on a, surtout quand on a cette maladie de l'entrepreneur que j'ai, qui est de toujours avoir de nouvelles idées, de vouloir entreprendre de nouvelles choses parce qu'on croit qu'éventuellement ça peut générer des résultats et du revenu, eh bien, l'erreur qu'on fait, c'est que lorsqu'on a un business qui fonctionne, on se dit « Ok, je dois générer une autre source de revenus et créer un nouveau business ». Et c'est ce que j'ai fait. Et à chaque fois, je me suis planté. Des fois, à cause de circonstances qui sortaient de mon contrôle, mais c'est quand même des choses que j'aurais pu éviter. Et l'erreur à ne pas commettre, c'est celle-ci. Et je dirais que la solution à ne pas commettre cette erreur, c'est de plutôt doubler sur ce qui fonctionne. Et si je n'avais pas fait cette erreur, je pense qu'à l'heure actuelle, mon business serait à un autre niveau. Ok. Tu vois. Ça va beaucoup à contre-courant de ce qu'on peut entendre dans les réseaux et tout ça. Ouais, parce qu'on va te dire il faut créer 7 sources de revenus différentes, etc. Et en fait, fondamentalement, les gens ne comprennent pas ça. C'est que fondamentalement, il ne faut pas créer 7 sources de revenus différentes avec différents domaines d'expertise. Il faut créer 7 sources de revenus différentes ou plus dans un même domaine d'expertise. Aujourd'hui, mon business est basé sur ça. Regarde Apple. Apple, au final, compagnie tech, ils ont différentes sources de revenus. Ça reste Apple, ça reste dans la technologie. Ouais. Donc c'est les AirPods, n'a pas changé. Les iPads, les iPhones, les MacBook Pro, les MacBook Air. J'en ai mentionné 5, mais ils en ont plusieurs de sources de revenus. Okay, ils ont 7 ou 8 produits, catégories de produits, et ils ont des sous-produits. Mais ils restent quand même dans leur domaine d'expertise. Tu comprends ce que je veux dire? Aujourd'hui, j'ai mon business à moi. Ça reste dans le monde du coaching. J'ai du personal training avec les personnes lambda. J'ai du personal training avec les athlètes de haut niveau, de la préparation physique, donc une autre catégorie. J'ai des produits en ligne, des produits fitness en ligne pour monsieur, madame, tout le monde, les enthousiastes de fitness. J'ai des formations pour les professionnels, tu vois. J'ai différents produits. Mais on reste dans mon domaine d'expertise. Tu restes dans ton domaine et tu es capable de viser différents segments, différents types de personnes, proposer différents... Mais tu restes toujours dans le fond, c'est ton truc. Exactement. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. J'ajouterais même une chose, c'est que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas le fondement même quand on dit il te faut 7 sources de revenus. C'est-à-dire, déjà, comme tu as dit, il ne faut pas 7 sources de revenus dans 7 différents domaines. Mais 2, les gens qui sont arrivés à un certain niveau de succès, par exemple toi, ils ne sont pas arrivés à ce niveau de succès en essayant de faire 7 sources de revenus à la base. Ils ont commencé avec une. Et quand ils sont arrivés assez haut avec cette source de revenus, ils ont commencé à en créer d'autres qui sont du même domaine, des extensions du même domaine. C'est exactement ça. Et j'aurais toujours ce coup de gueule envers les gens qui cherchent les formations rapides pour apprendre un nouveau skill qui éventuellement va les rendre riches.
Ça a toujours été mon coup de gueule avec les nouvelles modes du dropshipping, etc. J'ai rien contre ça. Et je pense qu'éventuellement, certains ont fait de l'argent avec. Mais je pense que beaucoup de gens ont gaspillé leur temps, ont gaspillé de l'argent à investir dans ces projets désillusoires qui, au final, n'ont mené à rien et qui auraient dû, à la place, investir en eux-mêmes, en le développement de ce à quoi elles sont bons, les skills qu'ils maîtrisent déjà. Et je suis persuadé qu'à l'heure actuelle, tu peux monétiser ton expertise, peu importe quelle est cette expertise. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important que la plupart des gens n'ont pas compris. Aujourd'hui, tu peux parler de canne à pêche sur les réseaux sociaux. Tu vas avoir une communauté de 100 et quelques mille personnes qui aiment la même canne à pêche que toi. Et éventuellement, tu vas pouvoir monétiser ce contenu si tu es un peu business-minded. Crafty et tout ça. Et tu sais, ce qui est dur, en vérité, je pense, pour la plupart des gens, c'est de faire le pas, de sauter le pas. Parce que, comme tu as dit, si tu réfléchis un petit peu, si tu es un petit peu technique avec ce que tu aimes, tu peux trouver un moyen de rentabiliser ça, de monétiser ça. Mais en fait, déjà, je pense que les gens, du coup, ils ont de la difficulté à sauter le pas. Donc ça demande du courage. Mais justement parce qu'ils ont peur, ils se trouvent des excuses. Ouais, mais j'ai pas les fonds pour commencer. Ouais, mais en fait, j'ai pas assez de followers. Ou ouais, mais en fait, je suis pas suffisamment reconnu, je pense. Des trucs subjectifs des fois. Toi, tu dirais quoi par rapport à ça? Quel conseil tu donnerais à cette personne qui réfléchit comme ça? Les personnes qui réfléchissent de cette façon sont des personnes qui pensent qu'ils peuvent avoir la capacité de quantifier exactement ce que le terme prêt signifie. On en revient à ce que je disais auparavant. Tu ne peux pas être prêt à entamer quelque chose que tu n'as jamais rencontré auparavant, par définition. Et les gens essaient de quantifier ce que ce prêt imaginaire signifie. Du coup, ils se disent, j'ai pas assez de X, j'ai pas assez de Y, etc. Mais fondamentalement, tu n'as aucune idée. Et le seul moyen d'avoir une idée, c'est de se lancer. Et tu vas devenir prêt. Ça ne se dit pas en français, en anglais ça a plus de sens, mais c'est vraiment de comprendre que c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Tout à fait. Tu vois. Et tu peux que devenir prêt si tu commences l'activité que tu as envie de commencer. Tout à fait. Et c'est complètement désillusoire de se dire qu'on peut se préparer à l'inconnu. C'est désillusoire. Ouais, je pense que les gens ils te répondraient que mais si, on peut se former et tout ça. La nuance à faire, c'est que tu peux te préparer à quelque chose qui est déjà connu et qui a déjà été fait par d'autres gens. Exactement. Mais si tu veux entrer dans quelque chose que toi, tu n'as jamais fait et que les gens, il y a très peu de personnes qui vont dans ce domaine-là, tu dois être prêt, je pense, à te jeter dans l'inconnu à pieds joints et puis à viser au fur et à mesure. C'est ça. Je pense que les gens ont vraiment peur de l'échec et je pense que si on venait à remonter à la cause de cette pensée-là, je pense que c'est vraiment dû au parcours académique standard. Parce que l'échec n'est pas valorisé. Donc forcément, tu crées cette peur de l'échec et tu essaies tout le temps de créer cette distance par rapport à l'échec potentiel que tu pourrais rencontrer. Effectivement. Et malheureusement, ça te freine dans le développement de tes activités. C'est vrai que quand on regarde le système éducatif actuel, quand tu fais une faute, tu es pénalisé directement. Et quand tu travailles en équipe, on appelle ça de la triche. Et du coup, tu deviens un peu, entre guillemets, un solo player qui est effrayé de faire des erreurs. Qui est effrayé de tenter. Parce qu'au final, tu n'apprends qu'à mémoriser et à recracher ce qui a été dit. Et tu n'as aucune liberté en fait d'explorer ta propre pensée, d'explorer tes propres envies. Tu vois. Et je pense que ça te limite vraiment dans ton parcours entrepreneurial. Et c'est pas pour rien que la plupart des grands entrepreneurs sont des gens qui ont quitté le parcours académique standard. C'est vrai. C'est pas pour rien. Après, je pense quand même qu'il y a pas mal qui ont suivi des voies académiques qui leur ont servi. Je pense quand même qu'il y a pas mal de types d'études qui sont propices justement à l'entrepreneuriat, du type compétences concrètes dans la technologie ou dans le commerce. Mais après, tu dois quand même développer de ton côté le business mindset qui te permet justement d'utiliser ces capacités pour devenir entrepreneur. 100%. Je vais raconter une autre histoire. Quand je suis parti aux États-Unis, je me suis inscrit au college pour continuer mes études universitaires. Et je me rappelle que mon major, c'était business management. Okay. Et je me rappelle aller au cours de business. Et je me rappelle, c'était marrant parce que le prof de business
quand je lui avais posé la question, eh bien, le business management, c'était quelqu'un qui n'avait jamais eu de business. Et fondamentalement, pour moi, c'était inconcevable de me dire que j'allais écouter un gars m'apprendre des trucs théoriques sur quelque chose qu'il n'a jamais vécu, qu'il n'a jamais expérimenté. Et certains me diront, oui, c'est de la théorie, etc. Ça s'applique en tout temps. C'est pas vrai. N'importe qui a déjà eu un business, qui a déjà entamé des choses, sait qu'il y a un gap fondamental entre la pratique et la théorie. Et ce gap-là, il doit être apprécié. Et aujourd'hui, souvent, beaucoup de théoriciens et beaucoup d'académiciens essaient de rogner ce gap-là et de cracher sur les gens comme moi qui viennent justement exposer cette réalité du terrain. Ouais, ces gens-là, tu les appelles comment? Les gens de la team bullshit. La team no bullshit, c'est ça. D'ailleurs, je rebondis sur ça pour aller vers justement l'aspect communication de ton personal branding, on va dire. Je sais que tu as déjà été confronté à des gens qui ont, entre guillemets, eu des choses à redire sur la façon dont tu t'exprimes, la façon dont tu te présentes aux gens. Tu as un certain style. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'on te juge par rapport à ça, qu'on juge, pardon, ce que tu dis à cause de ce à quoi tu ressembles, si je peux dire ça comme ça? Bien sûr, alors c'est malheureusement le fléau que j'ai rencontré en transitionnant dans le monde francophone. C'est-à-dire qu'auparavant, je produisais mon contenu simplement en anglais. La plus grande majorité de ma clientèle et des personnes qui consommaient mon contenu étaient des anglo-saxons. Et il s'avère qu'à cette époque-là, j'ai jamais rencontré aucun problème de la sorte. D'ailleurs, pour les petites anecdotes, le premier joueur de NBA avec qui j'ai travaillé, c'était un coach des États-Unis qui m'a appelé, qui m'a dit hey, il y a un bon joueur qui vient en Europe, j'ai envie de travailler avec le meilleur coach européen, et il m'a contacté. Donc, tout ça pour dire que, et c'est pas qu'une anecdote, j'en ai plusieurs comme ça, avec des coachs, des physiothérapeutes, des profs, plein de gens de renommée aux États-Unis qui m'ont fait confiance grâce à simplement ce qu'ils ont pu observer sur mon contenu digital. Du coup, je transitionne dans la francophonie et je remarque que dans beaucoup de mes posts, eh bien, j'ai des commentaires qui tournent autour de ma voix, qui tournent autour de ma façon de m'exprimer, de mon côté hip-hop, de mon côté street, on appellera ça comme on le veut, qui tombent dans la catégorie racaille, comme ils aiment si bien l'annoncer. Le catégoriser. Le catégoriser. Et c'est un truc que j'ai compris dans la francophonie qui est très malheureux selon moi, c'est qu'il y a deux catégories dans le subconscient des gens où on va nous placer en fonction de ce à quoi on ressemble et de notre façon de nous exprimer. Dans la première catégorie, tu vas retrouver les gens qui me ressemblent, qui vont avoir mon style de coupe de cheveux, ma façon de m'exprimer, peut-être un côté hip-hop. Encore une fois, comme j'ai dit, je m'en cache pas parce que ça fait partie de ma culture, de qui je suis. Et donc dans cette catégorie-là, on est OK avec le fait que tu sois de cette façon-là, que tu ressembles à ce à quoi tu ressembles, tant que tu es dans le monde du divertissement, tant que tu fais des singeries, tant que tu fais le clown. On ne va jamais critiquer ton look, on ne va jamais mentionner tous ces aspects qu'on mentionnerait si éventuellement tu essaierais d'être dans l'autre catégorie. Et donc dans le subconscient des gens, on a cette deuxième catégorie où on a ces gens qui tombent dans la catégorie des gens qu'on catégoriserait comme intelligents, cultivés, etc. Et dans cette catégorie, eh bien, on a créé des critères dans lesquels eh bien, on doit s'exprimer d'une certaine façon, on doit se positionner d'une certaine façon, avoir une certaine posture, utiliser certains mots, ne pas utiliser certains mots. Et forcément, lorsque tu ne t'exprimes pas comme eux, eh bien, on va dire que tu n'es pas cultivé, on va dire que tu n'es pas intelligent, etc. Et c'est là où on retrouve ce problème avec moi, où parfois c'est ma force et parfois eh bien, ça amène les critiques, c'est que je reste moi-même, je reste intègre, je respecte qui je suis, ma culture, ce que j'apprécie, je reste authentique, parce que c'est le plus important pour moi, mais je reste éloquent, je sais défendre mes idées, je fais preuve d'intelligence, et ça gêne certaines personnes, parce que vu qu'ils n'ont pas la capacité de critiquer mes idées fondamentalement, de critiquer ce que je poste, eh bien tu es obligé de critiquer les autres choses, là, mon apparence, comme mon ils ne peuvent look, pas ma coupe critiquer de le cheveux. fond, ils critiquent la forme. Si tu ne peux pas critiquer le fond, tu peux critiquer la forme, encore une fois. Et je pense que c'est dû à ces deux catégories qui sont créées par ce subconscient qu'on a dans la francophonie, à se dire, et toi, reste dans le côté divertissement, reste dans tes singeries, on est OK quand tu fais ça. Mais on n'est pas OK avec le fait que tu exprimes un certain côté intellectuel. Tout à fait. C'est intéressant de voir à quel point ça, ce que tu définis comme, comme ce que tu as catégorisé comme deux profils, empêche les gens d'écouter ton propos
simplement parce que à cause de ton apparence. C'est ça. Et c'est malheureux et c'est un grand combat que j'ai dans la francophonie, que j'ai rencontré nulle part ailleurs. Enfin, je compare que les deux mondes, le monde anglo-saxon et le monde francophone. Et je dirais que c'est malheureux. Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est... Alors bien entendu, j'ai eu des commentaires déplacés qu'on catégoriserait comme racistes. Moi, je ne suis pas dans la victimisation. J'aime pas la victimisation. Je pense que c'est le plus grand fléau de notre génération, principalement des gens comme nous. Je pense que ça ne me tire pas vers le haut. Au contraire, ça ne me tire que vers le bas. Ça n'aide personne de se victimiser. Mais je suis forcé de constater que c'est présent. C'est présent et c'est malheureux. Et je nous en veux également, nous, parce que je pense que le premier pas vers le fait de s'éloigner de la victimisation, c'est d'accepter une certaine responsabilité. Et je pense que beaucoup de gens qui nous ressemblent, justement, se sont laissés aller ou sont confortables dans l'idée que, voilà, on fait que du divertissement. Et moi, je ne suis pas OK avec cette idée-là. Tu dis une responsabilité par rapport à ce qu'on montre dans le monde professionnel. Bien sûr. Ouais. J'ai envie que les gens comme nous, les gens qui me ressemblent, les gens qui parlent comme moi, les gens qui viennent peut-être de quartier, les gens qui ont des coupes comme moi, qui s'habillent comme moi, qui ont cette culture hip-hop, soient aptes à s'exprimer intellectuellement, soient aptes à défendre leurs idées et à montrer justement à ces gens-là qui ont ces deux catégories dans leur subconscient qu'au final, notre apparence ne détermine pas notre intellect. Tout à fait. Tu vois. Ouais. Et je pense que c'est mon combat de tous les jours, c'est un combat qui m'a toujours tenu à cœur parce que j'ai toujours eu des compliments sur mon apparence, mais ce que j'ai envie ce que je valorise le plus, c'est le côté intellectuel. Et je pense qu'on peut combiner les deux et j'invite tous les frères et sœurs qui regarderont ça et qui vont écouter ce message à faire de même, à montrer que, à l'époque je disais, ils pensent qu'on est bon qu'à danser. Et je pense que c'est malheureux de se contenter de ça. Tout à fait. Et de montrer qu'on peut aller bien au-delà de ça. Alors je pense qu'il y a une part de responsabilité aussi envers les nôtres, de se dire qu'on doit exposer et valoriser ça également. Tu vois, je vais pousser la réflexion un peu plus loin. Toi et moi, les deux, on est afro-descendants, etc. On se comprend. Si je venais à te mentionner ou à te demander, aux gens comme nous, à demander les meilleurs artistes hip-hop ou R&B, etc., on saurait le dire comme ça. Noir, ok, ou afro-descendant. Maintenant, si je venais à te demander quels sont les plus grands intellects noirs ou afro-descendants, la plupart des gens, peut-être que je saurais répondre, mais la plupart des gens ne sauraient pas répondre. Mais si je te demande, ok, une autre communauté, tu sauras me dire Einstein, tu sauras me dire Elon Musk, tu sauras mentionner un grand nombre de personnes. Et je pense que c'est fondamentalement parce qu'on nous a mis dans cette catégorie de divertissement et qu'on est à l'aise dans cette catégorie, certes, mais qu'on ne valorise pas les autres aspects également. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les capacités de le faire, au contraire, parce que c'est ce que je cherche à prouver. Au contraire. Mais on ne les valorise pas. Je pense à partir du moment où on t'a rendu confortable dans un chemin, on te dit, ok, si tu vas par là-bas, là tu pourras faire, tu pourras être à l'aise, tu pourras être même plus qu'à l'aise, tu pourras avoir tout ce que tu veux. Donc la voie du divertissement, le sport, la musique, l'art. C'est une sorte d'incitation justement à ce que tout le monde se dirige par là. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui viennent, on va dire, de quartiers défavorisés, ou même pas forcément, mais de milieux difficiles, qui s'orientent vers le sport ou l'art, parce qu'ils savent que s'ils réussissent, ils ont des exemples d'artistes afro-descendants ou noirs qui ont réussi, mais par contre ils n'ont peut-être pas assez d'exemples de personnes intellectuelles qui ont réussi dans le business, dans le carrière, avec des grandes carrières. Et de ce fait, ils s'orientent vers ce chemin qu'on leur propose au lieu de s'orienter vers l'autre chemin qui est plus difficile, avec plus d'obstacles. Parce qu'effectivement, si on t'incite à aller là-bas, c'est pas pour que tu ailles là. Non, je comprends ce que tu veux dire. D'où l'importance de la représentation. Mais tu vois, moi, ce qui m'a toujours marqué, surtout dans le domaine du sport, parce qu'on ne va pas être hypocrite, je ne mâche pas mes mots et je ne cache pas mes pensées, c'est que, regarde en France par exemple, tu vas regarder les équipes de sport en France. Ah vas-y, continue. Les équipes de sport en France, tu regardes le côté du staff et le côté des athlètes. Si jamais on se fait cancel à la suite de cet épisode, sachez que ce sera sans regret. Non, mais fondamentalement, ce que je veux dire, c'est encore une fois, j'en reviens à cette part de responsabilité, c'est que, ok, tu regardes le staff et tu regardes l'équipe, ok. Tu as deux catégories bien distinctes de population.
Et pour moi, c'est presque scandaleux. Okay, alors oui, certes, certains... Parce que à première vue, ce qui va apparaître, c'est ces gens-là ont les prouesses physiques et les autres ont les prouesses intellectuelles. Et je ne pense pas que ça soit comme ça. Okay. Alors oui, peut-être qu'il y a certains avantages, etc. Mais je pense que, sincèrement, on pourrait être des deux côtés. Tout à fait. Tu vois, et je pense qu'il y a encore une fois ce manque de représentation et que lorsque quelqu'un est représenté dans l'autre catégorie, eh bien cette personne doit être valorisée. Et moi j'invite encore une fois toutes les personnes qui tombent dans la même catégorie que moi d'apparence à me soutenir, à s'auto-soutenir bien entendu, et à être inspiré éventuellement. Bien sûr. Et à montrer qu'on n'est pas obligé de tomber que du côté de l'athlète qui fait la performance. En gros, comme il l'avait dit à LeBron James, c'est quand il a essayé de sortir justement de cette catégorie de divertissement, c'est shut up and dribble. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Non, non, parle pas trop. Okay, viens pas sur ces terrains-là, reste sur ton terrain à toi. C'est ça que ça veut dire. Exact. Et c'est ce qu'on essaie de me dire également quand on essaie de critiquer ma voix, ma façon d'exprimer, alors que je pense être assez éloquent pourtant, et de me dire que je parle comme une racaille, etc. Pardon? Tes propos sont clairs et concis. Du coup, c'est comme on disait avant, c'est plutôt pour ça qu'on t'attaque sur la forme, je pense. Exactement, on ne peut pas m'attaquer sur le fond, donc on va m'attaquer sur la forme encore une fois. Mais c'est le même discours. C'est Renaud, tais-toi. Reste dans ton terrain, dans celui du divertissement, essaie pas de venir sur le nôtre. Et c'est ça fondamentalement le message qu'on essaie de me dire. Alors je comprends que bien entendu, on doit avoir un certain respect envers la langue française, parce que bien entendu, moi j'entends certaines personnes parler et parfois j'ai pas envie de les écouter parce que, pardonnez-moi, c'est dans l'abus, donc je pense qu'il y a certaines normes à respecter. La langue française, c'est une très belle langue, c'est une langue qui est très riche et on doit savoir la manier, on doit savoir l'utiliser à un minimum. Maintenant, encore une fois, je pense qu'il y a ces deux catégories dans le subconscient des gens, dans la francophonie, qui freinent énormément de personnes à déjà pouvoir accéder à de l'information, parce que si tu ne veux pas m'écouter à cause de ma forme, tu rates énormément de contenu pertinent sur le fond. Tu vois. Et ça freine énormément de personnes comme moi qui pensent ne pas avoir le fond simplement parce qu'ils ont une certaine forme. Donc c'est là où moi j'essaie d'allier les deux, en restant moi-même et en restant intègre. Je rigole souvent dans la francophonie en disant ah mais si tu commences pas les vidéos fitness en disant salut les loulous, etc., on te respecte pas. Tu vois ce que je veux dire? Alors que moi je commence et je dis hey yo les gars, bienvenue, c'est la team no bullshit, etc. Il y a de l'anglicisme, il y a le côté hip-hop, il y a un beat hip-hop derrière, etc. Parce que c'est moi. Les gens viennent pour moi. Si tu veux pas venir, c'est pas grave, viens pas. C'est comme on disait avant, tu peux être que le meilleur toi-même. Il n'y a que toi qui peut être le meilleur toi. Tu peux que être toi-même. Être authentique, c'est une des plus grandes valeurs qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc malheureusement, les gens n'aiment pas les catégories dans lesquelles ils te casent. Et c'est toute la problématique. Effectivement. Moi, il y a une citation que j'ai notée et que je voulais savoir ce que tu en penses. Je veux connaître ton opinion dessus. Penser de façon réaliste est le chemin le plus sûr vers la médiocrité. Tu me demandes si je suis d'accord avec cette citation? Ton opinion dessus. Non, je pense que fondamentalement, ce que cette citation dit, c'est qu'il ne faut pas se limiter à ce qu'on nous a conditionné à croire. Je pense que c'est ce que ça veut dire fondamentalement. Et que cette idée d'être réaliste, au final, c'est une croyance limitante qu'on s'installe. Parce que le seul moyen d'explorer, encore une fois, ce qui n'a jamais été fait, c'est de vouloir aller vers l'inconnu. Et par définition, ce qui est inconnu n'est pas forcément réaliste. Souvent, quand la personne, elle te dit que ouais, mais sois réaliste, tu ne peux pas t'imaginer faire tant de... Je dis quelque chose. Atteindre une certaine quantité. Atteindre une certaine quantité d'argent en telle quantité de temps, c'est pas possible, tu ne devrais pas le faire, sois réaliste, orientable à cette voie. Souvent, ça reflète plus qui est cette personne que toi-même, en fait. Ça reflète plutôt ses peurs à elle. C'est ça, et c'est un concept qu'on appelle en psychologie, qui me corrige si je me trompe, les professionnels compétents. Mais je crois que c'est quelque chose qu'on appelle, en anglais, on appelle ça la projection. Et c'est vraiment l'idée de projeter, au final, tes peurs sur moi. Tu es en train de dealer avec tes propres peurs, avec tes propres limitations, et tu as créé ta réalité de cette façon-là, et par conséquent, tu essaies de m'imposer cette réalité que tu t'es créée. Et malheureusement, cette réalité, au final, a été créée, encore une fois, par un conditionnement social aussi. Et c'est seulement en sortant de ce conditionnement social que tu arrives à comprendre, que tu arrives à explorer d'autres horizons,
et à redéfinir éventuellement ce que tu catégoriserais comme réaliste. Et je vais te dire un truc, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à entendre ça. J'adore la métaphore de la matrice. Tu vois, Matrix, le film. Il y a beaucoup de gens qui abordent. C'est très à la mode cette expression. C'est très à la mode, mais il y a une analogie ou une façon de visualiser, conceptualiser le tout qui, je pense, n'a pas assez été exprimée. Mais en gros, quand tu vas avoir ce genre de conversation avec certaines personnes et que tu vas leur expliquer que toi, ta réalité est différente, que tu aspires à des objectifs bien plus élevés, que tu penses pouvoir atteindre certaines choses qui, pour ces personnes, semblent être inatteignables, eh bien, tu vas voir que certaines personnes ne vont tout simplement pas l'entendre. Et c'est un peu cette métaphore dans la matrice où tu vois, les gars ils sont tous branchés justement à ces ordinateurs. Et certaines personnes, quand tu les débranches et qu'ils voient la réalité, c'est trop pour eux, ils meurent. Ils meurent, tu vois, ils meurent. Et certaines personnes ont peur de se confronter à cette réalité, qui n'est pas cette matrice qui a été créée pour eux, qui a été conceptualisée dans leur tête et imprégnée dans leur tête. Et malheureusement, c'est ça, il y a des gens qui ne veulent pas se réveiller, donc tu ne pourras jamais les réveiller. Tu sais, c'était un truc dont je parlais avec un pote, le fait que les gens ils se voilent la face pour se protéger eux-mêmes au final. Parce que du coup, dans le film, la métaphore elle est encore plus choquante parce que la personne elle meurt quand elle se réveille. Et en fait, dans la réalité, la personne, si elle se confronte à la vérité, c'est toutes les croyances, tout le monde qu'elle a bâti, tout ce qu'elle a construit autour de ce schéma de pensée, tout ça n'est plus valide, tout s'effondre d'un coup. C'est ça. Et les gens ils sont pas prêts à ça parce que c'est trop violent. Exactement. Et tu vois, c'est un truc que je retrouve souvent dans mon contenu, vu que j'ai un contenu qui est parfois qui remet en question certaines croyances, certaines idées reçues dans mon monde à moi, qui est celui du fitness. Mais c'est un biais cognitif que j'ai appris de Daniel Kahneman, qui a écrit un livre qui s'appelle Thinking Fast and Slow, Système 1 et Système 2 en anglais. Mais en gros, il parle de ce biais cognitif qu'il appelle les coûts irrécupérables. Et en gros, l'idée, ça revient à ce que tu disais, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas faire face à la réalité, bien que tous les faits soient là pour exposer cette réalité, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas concevoir le fait qu'ils aient investi énormément de temps, d'argent, d'énergie à créer cette croyance. Tu vois. Et du coup, toi, tu arrives avec cette réalité factuelle qui vient tout remettre en question. Fondamentalement, ils savent que tu as raison, mais ils ne veulent pas l'accepter. Leur cerveau ne va pas l'accepter à cause de ce biais cognitif-là. Mécanisme de défense. Mécanisme de défense. Parce que tu dis non, j'ai passé 5 ans à étudier ça. J'ai acheté ces livres, j'ai acheté ces formations. C'est inconcevable pour moi que je mette ça de côté. Je vais continuer à croire ce que je crois parce que sinon ça veut dire que j'ai investi 5 ans pour rien. Tu vois. Et ça, c'est vraiment un biais cognitif qu'il faut garder en tête. Et moi, je combats contre ça tous les jours. Parce que je le dis toujours, mon but, c'est pas d'avoir raison. Mon but, c'est de gagner. Et si pour gagner, je dois revenir sur ce que je croyais de vrai, je le ferai en tout temps. Et ça, il faut le garder en tête. Et pour le garder en tête, il faut connaître ses biais cognitifs également. Tu vois ? Ça, c'est quelque chose que tu peux aussi observer en relation, dans les relations de couple. Alors là, on fait une parenthèse parce que c'est pas vraiment le sujet du podcast, mais pour illustrer ce que tu dis, les gens sont prêts à privilégier l'opposition avec le partenaire pour prouver qu'il a raison, alors que c'est pas ça le but. Le but, c'est que vous alliez dans la même direction, au lieu de créer une confrontation. Et ça m'a fait penser à ça parce que je trouve que ça s'applique dans ce monde-là, mais ça s'applique aussi dans plein d'autres domaines de la vie. Bien sûr. Et comme tu dis, l'importance de se remettre en question, elle est réelle. Si t'es pas prêt, enfin si tu n'es pas conscient du vrai objectif, dans ton cas gagner, et que tu n'es pas prêt du coup à remettre en question tes croyances pour arriver à cet objectif, en fait, tu te fourvoies. Et je dis pas que, en toute humilité, je peux dire que j'ai fait ces erreurs, et je les fais encore même aujourd'hui. Bien sûr. Mais je pense avoir assez de raisonnement justement pour pouvoir discuter avec toi sur cette thématique qui est remettre en question soi-même, pas forcément les choses autour de nous, parce que le changement, si tu veux voir le changement dans ton environnement, il doit d'abord venir de toi. Absolument. Et je pense que ça vient vraiment du fait qu'il faut apprendre à se redéfinir. Je dis tout le temps, même dans mon couple, tu as mentionné l'aspect couple, que ce soit dans mon couple, que ce soit dans mes relations amicales ou autres. Le but, c'est toujours de devenir meilleur que la veille, que qui on était précédemment. Et je pense que c'est vraiment
à travers cette lentille-là qu'on devrait voir sa propre personne. Voir ça comme un jeu qui est infini. Parce que quand tu commences à placer des limites, des deadlines ou des définitions absolues sur qui tu crois être, eh bien c'est là que ça devient problématique. Parce que là, on est en train de jouer un jeu infini qui, par définition, nécessite une évolution infinie. Et qui, par définition, donc, nécessite une remise en question infinie. Et ça, c'est important de concevoir le tout de cette façon-là. Et à chaque fois que j'ai des conflits dans ma relation, au final, et que, bien entendu, j'ai mes biais cognitifs, bien entendu, on se clash, bien entendu, on pense, on veut chercher à prouver ce pourquoi on s'exprime d'une façon, ce pourquoi on a agi d'une façon. Mais la finalité, c'est de devenir une meilleure personne. Et si pour devenir une meilleure personne, je dois compromettre ces croyances que j'avais ou agir différemment, eh bien, je dois le faire. Entièrement d'accord. Dis-moi, Kevin, comment est-ce que toi, tu définis le succès? C'est une question difficile. C'est une question qui est très difficile parce que je me suis déjà posé la question plusieurs fois. Tout simplement parce que j'ai évolué dans mon business. Et on en a parlé précédemment, mais c'est vrai que quand tu atteins un palier que tu visais précédemment, eh bien tu te dis, ah bah, en fait, j'ai envie d'atteindre le prochain palier, et le prochain palier, ou c'est pas assez, etc. En fait, tu te rends compte que c'est un jeu infini, et qu'au bout d'un moment, tu dois, toi, changer certaines règles, peut-être, ou certaines définitions. Et je pense qu'aujourd'hui, je vois plutôt le succès comme la capacité de vivre selon ses propres termes et ses propres conditions. Être libre de tes choix. Être libre de ses choix. Je pense que c'est ça vraiment le succès. Parce que j'ai vu des gens qui gagnaient énormément d'argent, qui avaient peut-être un succès financier, mais qui n'avaient pas un succès sur d'autres plans. Alors peut-être que je vais redéfinir le tout si tu me permets. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, moi, je suis inspiré par très peu de personnes. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec énormément de personnes qui sont successful dans différents domaines, qui sont particulièrement successful dans le domaine financier, si on catégoriserait ça comme ça, mais qui ne sont pas vraiment successful, qui n'ont pas vraiment de réussite sur d'autres aspects. L'aspect familial, l'aspect spirituel, l'aspect santé. Et moi, aujourd'hui, je vois le succès comme un accord, une harmonie que tu arrives à créer entre le côté financier, le côté social, relationnel, le côté spirituel et le côté santé / fitness. Et pour moi, c'est ça en fait. Tu dois savoir te trouver au milieu, entre cet équilibre-là. Et au moment où tu perds cet équilibre-là, fondamentalement pour moi, ou globalement, tu perds ce concept du succès pour moi. Parce que si tu es très riche, encore une fois, que tu as énormément de réussite du côté financier, mais que tes enfants te détestent, que tu ne parles pas avec tes proches, etc. Pour moi, c'est pas ça la réussite. Si tu as tout l'argent du monde, que tu as une bonne relation avec tes proches, mais que tu es en très mauvaise santé, pour moi, c'est pas ça le succès. Tu vois, donc aujourd'hui, je pense que je définis vraiment le succès comme cette harmonie-là entre ces différentes catégories que j'ai mentionnées. Et c'est un combat quotidien de chercher à trouver cet équilibre. Alors, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Je vais un peu te challenger. Est-ce que tu connais David Goggins? Bien sûr. Pour ceux qui ne le connaissent pas, David Goggins est un ex-Marines, détenteur de plusieurs records dans des compétitions physiques. Alors, par exemple, traction, ce genre de choses. Il a effectivement couru des marathons, des triathlons et des super triathlons, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc, il est connu comme étant the toughest man on earth. Donc, l'homme le plus dur. C'est pas tout à fait la bonne traduction, mais je pense que les gens m'auront compris. Et il a dit, pour beaucoup de gens, il a dit dans un podcast, pour beaucoup de gens, l'équilibre dont tu parles est important, mais à certains moments, il faut savoir dire fuck the balance. C'est ça, non, il faut avoir accepté d'être pas du tout balancé dans ta vie à certains moments pour pouvoir faire les choses. Mais ça, c'est mon discours, ça a toujours été mon discours également. C'est-à-dire que la finalité, c'est ça. Mais pour atteindre cette finalité, tu dois passer par ces phases où tu es complètement en déséquilibre. Et j'en reviens à ce que je disais auparavant, au fait de travailler dur, à tout pousser jusqu'à vraiment t'épuiser.
bah forcément, tu es en déséquilibre complet quand tu arrives à ce stade-là. Ouais. Tu vois. Donc moi, j'ai toujours été contre cette notion d'équilibre sur le court terme. Mais sur le long terme, c'est ça. Et encore une fois, j'en reviens à cette vision de la vie que j'ai. C'est un jeu infini. Okay, c'est une évolution infinie. Et le succès, c'est quelque chose d'infini également. C'est-à-dire que tu es constamment en train de chasser cet équilibre-là. En sachant pertinemment que tu passeras constamment par des phases de déséquilibre. C'est ça en fait le game. C'est paradoxal. C'est paradoxal, mais la vie est paradoxale C'est et complexe. Mais c'est ça, fondamentalement, c'est ce que je cherche à dire. Le succès, tu peux pas, encore une fois, tu peux rien quantifier exactement parce que c'est constamment dans l'évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon succès financier, il va évoluer. Mon succès dans ma vie de famille, il va évoluer également. Donc ce que j'avais défini hier, la semaine passée, l'année passée comme étant la réussite dans ce domaine-là, j'ai plus la même définition. Tu comprends ce que je veux dire? Exact. Donc voilà, mais l'idée c'est de se dire, ok, hey, j'ai poussé le bouchon un peu trop loin là, je dois savoir essayer de rééquilibrer un peu le tout, et du coup je vais pousser le bouchon un peu plus là, etc., etc. Et je suis constamment en train de chasser cet équilibre-là. Et c'est ça en fait. Et le corps évolue de cette façon-là également. Tout à fait. Tu dois te pousser dans certaines limites, provoquer un ratio pas balancé entre ce qui est sain et voilà, le tes stress, limites. Voilà, le stress qui est induit pour et l'adaptation. Pour pouvoir grandir ton physique. C'est ça. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce concept-là de chasser cet équilibre-là, cette balance qu'on cherche à avoir, c'est quelque chose d'utopique au final. Ouais. Tu vois, c'est quelque chose de conceptuel. C'est pas quelque chose de quantifiable, de véridique. C'est un concept qu'on chasse, mais qu'on va jamais atteindre. Parce que c'est un jeu infini. Tu vois. Palier après palier. Palier après palier, c'est ça. Tu gravis la montagne, tu arrives sur un plateau et tu te rends compte que la montagne, il y en a une deuxième plus grande derrière. C'est ça. Kevin, juste avant, tu as dit que tu n'étais pas inspiré par beaucoup de personnes. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas de modèle? Encore une fois, j'aspire à être mon propre modèle. J'aspire à faire en sorte d'allier mes dires et mes actions en tout temps, à travers ma définition de la vie, du monde, de ce qui me semble être le plus correct et des sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Maintenant, j'ai différents modèles dans différents domaines. Mais j'ai du mal à trouver des gens qui arrivent justement à allier cet équilibre-là. On en parlait auparavant, je travaille avec des gens qui ont énormément réussi dans la vie, mais qui ne m'inspirent pas sur d'autres domaines. Et j'ai compris que chasser simplement un domaine à l'infini, eh bien, tu vas le faire au détriment des autres domaines. Et que moi, j'aspire pas à ça. Et ça, encore une fois, je le dis à titre personnel parce que chaque personne est différente. Tout à fait. Tu vois, moi, je me vois pas dédier ma vie, sacrifier ma vie de famille pour atteindre 100 millions. Pour toi, ça ne serait pas représentatif du succès que tu recherches? Ça ne serait pas représentatif du succès, encore une fois. Si tu me dis aujourd'hui, ok, tu vas vivre 10 ans dans le corps de quelqu'un qui est obèse, en mauvaise santé, qui ne peut pas se déplacer, qui ne peut pas faire de sport, qui ne peut pas jouer avec ses enfants, et tu reçois 1 milliard. 10 ans. Ou alors tu restes dans la situation dans laquelle tu es. Je prends pas le milliard. C'est trop de... Comment dire? Le jeu n'en rend pas la chandelle à ce niveau-là. Le rapport sacrifice-récompense, il est trop disproportionné. Exactement. Et après, c'est encore une fois, c'est à titre personnel. Donc chaque individu est libre de juger ce qui semble être le plus correct. En tout cas, je comprends le fondement du raisonnement. Et il me reste une question à te poser, Kevin, avant de terminer cette interview, qui a été très instructive. Merci. Et très intéressante. Si tu pouvais revenir dans le passé et croiser la route du jeune Kevin qui est parti aux US et qui ne pouvait peut-être pas se douter qu'il arriverait là où tu es aujourd'hui, quel conseil tu lui donnerais? C'est difficile parce que je pense vraiment vivre une vie sans regret à l'heure actuelle. Je pense avoir poussé au max. Je pense avoir aligné mes actions avec mes principes de vie. Je pense avoir été respectueux. Je pense avoir été une bonne personne. Je pense avoir fait de mon mieux pour être un bon fils, un bon père, un bon copain. J'ai fait mes erreurs, bien entendu. Un bon ami. Moi, j'aurais dit, keep going, man. Je dirais ça. Franchement, à l'heure actuelle, j'ai pas de regrets. J'ai poussé quand je devais pousser. J'ai toujours agi de manière intègre. J'ai toujours fait attention à ma réputation. Pour moi, j'ai fait les choses bien, à l'heure actuelle. Tu vois. Je ne changerai rien.
et j'espère continuer dans cette voie-là. J'ai fait mes erreurs, tu vois, on fait tous des erreurs. Mais rien que personne n'est parfait. Et encore une fois, être parfait, c'est bien, c'est quelque chose qu'on peut chasser, mais c'est quelque chose de conceptuel, c'est quelque chose qui est utopique. Et je dirais, continue à faire ce que tu fais, continue à être vrai envers toi-même, change rien. Je suis très satisfait de la personne que je suis aujourd'hui. C'est très rare de croiser quelqu'un à ton âge, par exemple, qui n'éprouve pas de regrets quelconques, de véritables regrets par rapport à ses choix de vie. Ouais. C'est très rare, je pense, ça en dit long sur ton parcours. J'apprécie, mais je pense que c'est un état d'esprit qui a été forgé depuis très jeune de par les circonstances de vie, de par les événements que j'ai pu rencontrer et qui font que tu forges un certain mindset. Tu vois. Et voilà, mais merci. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation sur le plateau. Ça nous a fait plaisir de partager avec toi. Plaisir partagé. J'espère que les gens qui regarderont cette interview la trouveront aussi intéressante que moi au travers de cette discussion. J'apprécie, j'espère aussi. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Ça nous permet d'inviter plus d'invités de qualité, comme Kevin. En attendant de vous retrouver au prochain épisode, je vous dis trust the process.